sommes déjà début août et il y a une équipe qui n'a fait aucun recrutement jusqu'à présent, ce sont les Golden State Warriors. Shai, les Warriors qui sont dans l'attente de la situation de Jonathan Kuminga. Je rappelle, Jonathan Kuminga, il est restricted free agent. Ce que ça veut dire, c'est qu'il est libre, mais, il y a un mais, les Warriors peuvent s'aligner sur n'importe quelle offre et tant qu'ils n'ont pas trouvé un dénouement avec le cas Jonathan Kuminga, c'est difficile pour eux de signer des joueurs. Pas de recrue pour une équipe compétitive, mais il y a une rumeur qui commence à se développer d'une potentielle arrivée de Josh Giddey, pardon, qui viendrait en provenance de Chicago dans un espèce de gros sign and trade où Kuminga lui irait rejoindre les Bulls. Qu'est-ce que ça t'inspire, une éventuelle arrivée de Giddey à Golden State? La rumeur me plaît beaucoup, donc j'ai envie d'y croire, comme on dit. L'info me plaît, donc j'ai envie d'y croire. Elle a finalement du sens parce qu'il y avait des négociations pareilles entre Guidi et les Bulls qui avaient du mal à aboutir. Ils réclamaient a priori 30 millions de dollars par an, ce que les Bulls sont pas trop prêts à lui donner. Moi je trouve que le fit de Josh Giddey avec les Warriors, alors c'est pas un shooter, mais toutes les qualités qu'on l'a vu déployer à OKC, à Chicago, surtout dernièrement, c'est-à-dire un très très fort playmaker, un meneur de grande taille, voilà, un mec, un Australien, donc il y a de la mentalité, c'est un peu cliché, mais il y a ce côté tough un peu des Australiens qu'on aime bien. J'ai l'impression que ce serait un joueur plus adapté ou plus adaptable, avec peut-être moins de revendications et moins de difficultés à l'intégrer aux Warriors que ne l'est Kuminga aujourd'hui en tout cas. Ce Kuminga a fait partie de l'équipe qui a été championne avec un rôle plus mince. Mais l'info me plaît. On parle d'un joueur qui pourrait apporter vraiment son playmaking et toutes les qualités qu'on a évoquées là aux Warriors. Et ça, je dis pas que je les ferai passer tout de suite favoris à l'Ouest ou quoi que ce soit, mais ce serait une super recrue, je trouve. C'est un joueur qui est encore assez jeune, hein, il a la même catégorie d'âge un 22 peu ans. que Kuminga, 22 ans, donc il a pas encore, je pense qu'on n'a pas encore vu tout ce qu'il avait à montrer. Ils sont de la même draft en fait, parce que Oui, Giddey aussi est restricted free agent. Tous ces joueurs-là, là, Quentin Grimes, Cam Thomas, c'est un peu l'impasse en fait. Personne n'a de cap, eux veulent des contrats importants. Les franchises se méfient parce que derrière, il y a la possibilité pour l'autre franchise de s'aligner. Donc, ils sont tous un peu dans une situation particulière. Ça parle de plus en plus pour la plupart d'entre eux d'accepter la qualifying offer. Donc, c'est l'offre qui leur est proposée pour faire d'eux des restricted free agents. S'ils acceptent cette offre qui est sur un an, ils se retrouvent libres à l'issue de la saison. Et là, par contre, sans aucune contrainte, avec la possibilité de signer où bon leur semble, sachant que l'an prochain, a priori, plus d'équipes auront de la place sous le cap. Mais c'est un peu pour ça que ça coince aujourd'hui. Bah oui, Guidi, alors il y aura un bouchon avec Brandin Podziemski, qui est un joueur beaucoup aimé par Steve Kerr, apprécié par la fanbase, qui progresse, joueur important des Warriors. Mais effectivement, Josh Giddey est sans doute un peu au-dessus. Alors, Podziemski est plus adroit à 3 points, mais Giddey, en fait, tout le reste euh, est sans doute meilleur sur tout le reste. Podziemski passerait, j'imagine, dans un autre rôle. Giddey, côté de Stephen Curry, ça peut être intéressant. C'est vraiment jouer mhm. Curry sans le ballon la plupart du temps, profiter des qualités de shooter de Curry, reposer Curry du coup, même si ça veut dire beaucoup de courses, mais c'est moins de pression quand tu dois affronter avec la balle, affronter toute la pression de la création. Giddey pourrait s'en charger en partie. C'est un joueur grand, c'est un joueur qui défend, qui joue dur. Il y a effectivement un profil très intéressant. Après, je ne sais pas à quel point la rumeur est fiable. On comprend ce que dit Jake Fisher, c'est qu'il y a plusieurs équipes intéressées par Josh Giddey, dont les Warriors qui auraient éventuellement discuté de ce sign and trade. Il faut voir aussi les modalités de salaire. Josh Giddey aujourd'hui, à quel salaire les Warriors sont prêts à le prendre? C'est une équipe qui n'a pas beaucoup non plus de place sous le cap, enfin, qui est dans une situation délicate financièrement. Alors via un sign and trade, c'est toujours un peu plus facile. Mais bon, à voir. À voir. Je ne sais pas si Chicago va vraiment faire un deal, par exemple, de ce type. Quoi. Je ne vois pas trop l'intérêt pour les Bulls. Faut voir à quel point ils apprécient Kuminga, tu vois. Euh, pour Kuminga, je trouve que c'est un contexte intéressant. Là, pour le coup, il serait mis en avant. C'est une équipe qui se cherche des nouveaux visages. On l'a dit plusieurs fois, hein, c'est un peu ce qui manque. Alors, je dis pas que Kuminga est ce gars-là, mais lui, il pense l'être. Il pense qu'il n'a pas été assez mis en valeur ou qu'il n'a pas eu assez d'opportunités à Golden State. Peut-être que ça peut être le genre de deal gagnant-gagnant avec un Guidi qui serait plus adapté à une équipe compétitive, comme le sont les Warriors. Moi, honnêtement, j'aime bien. Je sais, je lisais un peu à droite à gauche les fans des Warriors qui disaient non, mais il a pas de tir, ça va pas le faire dans une équipe qui est quand même très orientée là-dessus. Mais il y a tellement d'autres choses que Josh Giddey sait faire
que moi vraiment je crois que ce serait une bonne chose. Tu l'as dit pour être un playmaker en relais de Curry, qu'il soit là ou pas d'ailleurs, pour utiliser Curry différemment. Je trouve que ce serait vraiment une bonne chose. Est-ce que c'est faisable? La rumeur, si on la relaie, c'est aussi parce que c'est pas. Enfin, Jake Fisher est pas un escroc. Il a entendu la rumeur, il l'a relayée. C'est un journaliste qui est enfin, qui est plutôt fiable. Tu vois, il sort pas des cracks tous les jours. Pas le plus fiable non plus, mais oui, oui. C'est pas le plus fiable. C'est pas Shams Charania, mais il y a quand même, ça va. C'est pas n'importe quoi non plus. Après, c'est vrai que sur le tir, on est dans une équipe des Warriors où dans le 5 majeur, il y a déjà Draymond Green et Jimmy Butler. Tu Ouais. ajoutes un troisième joueur maladroit à 3 points, ça commence à faire beaucoup. C'est l'une des grandes problématiques de Steve Kerr, une des raisons pour lesquelles il n'osait pas faire jouer Jonathan Kuminga avec ces deux-là, même si après il a changé un peu d'avis. Moi, la rumeur, en fait, me semble un peu simple. Je ne suis pas sûr que ça débouche vraiment à ce genre de trade. Après, je pense que ça peut éventuellement être intéressant pour Golden State. Je trouve ça nettement moins intéressant pour Chicago et c'est même pas une pique envers Kuminga. C'est que Chicago aurait d'un coup plus de créateurs. Kobe White est un scoreur, mais c'est pas vraiment un créateur. Euh, Chicago mettrait dans les pattes de Noah Essenge, le joueur qui vient d'être drafté par les Bulls, un gars qui joue au même poste. Alors Noah Essenge, il est sans doute pas prêt à peser à ce point en NBA. Kuminga est évidemment un bien meilleur joueur aujourd'hui. Kuminga a sans doute un potentiel de scoreur qui n'a pas été encore complètement exploité, ou en tout cas qui n'a pas été encore complètement mis en avant à Golden State, mais je trouverais ça dommage. Même avec Matas Buzelis, tu vois. Enfin bon, après, tu peux quand même en avoir deux, mais je sais pas qui va alimenter ces gars-là en fait. Qui va alimenter ces gars-là s'il n'y a pas Josh Giddey? Je sais vraiment pour les Bulls que l'intérêt, je le trouve très à la marge. Et si pour les Warriors, il faut se mettre à ajouter des assets dans le lot pour récupérer Josh Giddey, je sais pas complètement si ça vaut le coup. Ouais, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Ou alors, c'est que peut-être les Bulls sont enfin décidés à tanker, ce dont je suis pas sûr, vu que la direction n'a pas changé. Le front office a été reconduit, le coaching staff a été reconduit. C'est vrai que c'est plutôt du point de vue des Warriors que je trouve que j'aime bien l'idée du move, parce que on parle d'un joueur qui a pas très loin des 15 points, 8 rebonds, 7 passes, hein, qui est assez fiable, je trouve. Donc c'est vrai que ça m'intéresse plus de ce côté-là. Pour les Bulls, l'intérêt est peut-être plus limité. Et s'il faut rajouter des joueurs dans le deal pour les Warriors, ou des assets en tout cas, il faut voir lesquels. Je suis pas trop inquiet de l'éventuel doublon avec Podziemski, parce que même au pire, Guidi peut aussi sortir du banc. Podziemski Ouais. est un joueur qui peut sortir du banc. Je pense que Steve Kerr saura harmoniser tout ça si ça se fait. Mais en tout cas, voilà, c'est plutôt en mode l'information me plaît. L'idée me plaît. Voilà. Ouais, je pense que ce serait une potentielle bonne pioche. On sait que les Warriors sont d'ailleurs aussi intéressés dans le même poste, on va dire, par Malcolm Brogdon. C'est une rumeur qui revient. C'est un peu triste pour les Warriors l'intersaison quand tu vois les rumeurs. Donc Ouais. Brogdon, Horford, ce sont des joueurs. Seth Curry, c'est des joueurs intéressants, mais qui ont maintenant un certain âge quand même pour une équipe dont les deux superstars, voire les Et le trois plus joueurs majeurs fiable, sont assez vieux. et le moins blessé des trois, c'est celui qui a 40 piges, quoi. Parce que Ouais, Brogdon et. Enfin, Brogdon et. Attends, c'était qui et Seth Seth Curry, c'est Curry. des joueurs qui ont quand même eu un paquet de blessures et qui sont pas, malheureusement, toujours très fiables. Je crois que, en plus, je crois que j'allais te dire, l'autre recrue qui est souvent annoncé, c'est D. Anthony Melton, Qui sort de blessure, ouais. qui revient des croisés. Ouais. Qui avait été bon avec Golden State, mais voilà, il revient d'une lourde blessure. L'intersaison est pas folle du côté de Golden State, ce qui est compliqué parce que finalement, tu as besoin tu sais que tu es dans la fenêtre où Curry, Butler, ça marche encore. Tu as bien vu que l'an dernier, c'était pas assez, même si le deuxième tour sans Curry, en fait, c'est pas un révélateur. Tu peux pas décider de savoir jusqu'où seraient allés les Warriors. Après, je pense pas que cette équipe aurait battu OKC, mais ils auraient éventuellement pu aller en finale de conférence et on aurait considéré ça quand même comme une sacrée performance. Mais tu sais que tu as besoin de step up là dans la conférence Ouest, ça va step up. Tu sais que le Mhm. Thunder va rester là, que les Nuggets se sont renforcés, que les Rockets se sont renforcés. Euh, t'as besoin de recrutement. Et là, les noms qu'on annonce, c'est vrai que Josh Giddey, au moins, aurait l'avantage d'être jeune, d'être vraiment très polyvalent. Ça serait une recrue déjà un peu plus intéressante, même si je comprends que certains puissent s'interroger sur le fit. En tout cas, au niveau du talent, ce serait déjà plus intéressant que ce qui a été annoncé jusqu'à présent. Et je crois que les Warriors comptent beaucoup sur le tandem Curry-Butler parce que pour un tandem, pour qu'il fonctionne, je pense qu'il faut qu'il y ait une saison complète, une préparation ensemble.
Et là, ils n'ont pas eu ça. Ça arrivait en cours de saison dernière. Je me souviens, moi, j'avais été plutôt sceptique sur le tandem Kyrie-Luka quand le trade a été monté. Ils n'étaient pas mauvais ensemble, mais ça produisait pas des choses dingues. Là, Curry et Butler n'ont pas été mauvais ensemble, mais entre les blessures et le contexte, ils n'ont pas tant joué que ça ensemble. Je pense que là, ce sera vraiment intéressant de les voir dès le début de saison avec une préparation commune, une intersaison où Butler n'a pas eu à se demander où est-ce qu'il irait. Enfin, je pense qu'il compte beaucoup là-dessus, et plus l'expérience du groupe. Ils sont pas c'est pas des ultra favoris à l'Ouest et on les met pas dans le top 3 par exemple, mais attention quand même, ils peuvent, faut se méfier vu le talent qu'il y a et l'expérience. Je pense qu'ils comptent beaucoup sur ce fameux tandem. Mais après autour, oui, il faut des recrues, quelques-unes pour rendre l'effectif meilleur, c'est certain. Ah, tout à fait. Allez, on passe avec une idée complètement loufoque. C'est rare qu'on parle d'influenceurs, mais là, quand même, on s'est dit qu'il fallait en dire 2 mots. Une idée assez folle de MrBeast qui doit être l'influenceur le plus influent du monde, du C'est le coup, c'est le youtubeur, plus riche, c'est le youtubeur avec le plus de followers dans le monde, je crois, hein. Si je dis pas de bêtises, il était à 400 millions, je crois. Que je dise pas de bêtises, 400 millions d'abonnés, chiffre d'affaires estimé 250 millions de dollars. ne peut pas Donc en c'est partager 1 million, il y en a déjà 400. Vous savez ce que ça fait 1 million, l'Armina? Millions. Non, mais en tout cas, oui, c'est quelqu'un de considéré comme influent qui monte des projets assez loufoques et qui nécessitent beaucoup d'argent. Donc c'est pour ça que ce qu'on va évoquer est totalement loufoque. Mais s'il y a un mec qui peut théoriquement monter un truc comme ça, c'est peut-être lui. Donc je vais peut-être dire ce que c'est du coup, ce qui est Ouais, vas-y. le truc totalement loufoque. C'est lui-même qui l'a évoqué. En gros, son projet, il a défini ça comme un projet, c'est d'organiser un 1 contre 1. On n'a pas encore le cadre et le contexte, hein, mais c'est un 1 contre 1 entre LeBron James et Michael Jordan. Donc le truc qui nous semble totalement invraisemblable, Michael Jordan a 62 ans, LeBron va sur 41. Il semble y avoir comment dire, un rapport de force déséquilibré sur le plan athlétique, tout Michael Jordan qu'il est, hein. Il y a un moment, une fenêtre de tir où ça aurait peut-être pu se produire il y a quelques années, mais ça n'a théoriquement aucun intérêt pour Michael Jordan. Enfin, on l'imagine pas gagner et on le voit pas se mettre dans un projet comme ça. Il n'a pas besoin d'argent à notre connaissance, mais MrBeast estime que c'est jouable et que il pourrait convaincre Jordan en donnant un handicap à LeBron. Il n'a pas déterminé lequel c'était, mais pour rééquilibrer, convaincre les deux de le faire et que ça fasse une vidéo qui ferait péter tous les scores du web. Évidemment, même nous, même si ça nous paraît loufoque, si on apprend qu'il y a ça qui se met en qui voit le jour, évidemment qu'on regardera, mais ça semble assez fou quand même. On n'y croit pas trop. Mais vu que c'est quelqu'un d'influent et qu'il l'a dit, on était obligé de relayer cette information. J'y crois à 0,00000, j'espère que vous avez du temps, 0,000,0,1%. Ah, c'est pas mal Enfin quand même. 0,01%, on va dire, après 13 décimales, mais non, j'y crois pas du tout. Même Je vois si, je pas. sais même pas s'il leur donne 100 millions s'ils le font. L'argent, ils en ont rien à On est faire. d'accord, En ouais. fait, en tout cas, un contrat au basket, mais déjà, ça a aucun intérêt. Ça n'a strictement aucun Je intérêt. suis d'accord Le avec toi. débat du GOAT, c'est pas de savoir qui gagnera un contrat entre Michael Jordan et LeBron James aujourd'hui. Le débat du GOAT, c'est de savoir qui était le plus fort je sais pas, quand ils avaient chacun entre 28 et 35 ans. Ouais. Mais, un contrat entre les. Oui, si par contre, ça ferait des vues, mais aucun des deux. Enfin, ça fait très cirque là. Et à la limite, oui, s'il peut les réunir pour un duel, c'est pour un truc qui est soit pas du tout un contrat, qui est un truc complètement autre Ouais. de basket. Même un concours de shoot, je pense qu'il le ferait pas. Éventuellement une connerie ou je sais pas, ou une partie d'échecs, j'en sais rien, mais j'y crois absolument pas sur un contrat et ça n'aurait absolument aucun intérêt On est d'accord. C'était pour le juste coup. qu'il fallait, voilà, c'était amusant, il fallait le relayer. MrBeast, donc juste au niveau des moyens, hein, il a déjà organisé un Squid Game géant, hein, donc il a pu, ça y a pas de souci. Il a fait gagner une île, je crois, à un mec, donc ça coûte des millions. Euh, Bref, il est assez taré pour vouloir organiser le truc que tout le monde pense infaisable. Moi, à la limite, j'aurais préféré qu'il arrive à créer une machine à remonter le temps pour pouvoir opposer des stars dans leur prime, qu'on rigole un peu, mais malheureusement, c'est pas possible. Tu l'as déjà regardé un peu? Quasiment pas. Ok, Je suis déjà tombé sur un pareil. truc ou deux et ça m'a pas fait décoller au plafond. C'est pas ma cam quoi. Mais je sais Ok, je sais qui c'est quoi.
J'allais dire je connais pas du tout, donc j'allais émettre un gros jugement sans connaître, mais pour moi c'est la culture du vide. Hmm. Mais voilà, j'ai pas honte de juger. C'est vrai que des fois je mets de la nuance, j'évite de juger là. Là, Je, de mon point de vue très extérieur, qui n'y connaît rien, donc vraiment je doute de vieux qu'il... con conservateur et réactionnaire là, pour le coup, je pense que c'est la culture du vide et ça me rend fou de voir que ces mecs-là ont des budgets illimités pour faire des trucs. Alors des fois, doit y avoir du divertissement, ça doit quand même être marrant, mais Ouais, bah, voilà. chez les youtubeurs français, par exemple, parce que c'est à la limite, quand je regarde, c'est plutôt des Français, il y a des trucs intéressants entre des trucs caritatifs, des trucs juste pour le spectacle. Là, ouais, bon. De toute façon, il regarde, t'inquiète pas, tu peux dire ce que tu veux, il regardera pas Basket Session ce matin. Non, mais je sais bien que lui, il regardera pas, c'est pas la la question, c'est il y a peut-être des gens, voilà, qui le regardent et puis s'il est drôle, bah, my bad, mais Hmm. c'est vrai que de là, de l'extérieur et je suis le premier à reconnaître qu'au final, je ne sais pas ce qu'il fait, ça ressemble en tout cas pour moi vachement à la culture du vide. Moi, je sais ce qu'il fait, mais j'ai jamais vraiment regardé, tu vois. C'est pour ça que j'ai entendu parler des trucs totalement démesurés, le Squid Game, le truc où il fait gagner une île à un mec, enfin, bon, bref. Ça, je Mais sais. ce gars-là est invité par la NBA à des trucs, tout comme Kai Cenat, pareil, je peux pas, je capte, tu sais, Hmm. iShowSpeed, ça fait partie Ah, des influenceurs dont je ah, connais les Speed, noms, dont c'est je pire, connais je les peux pas têtes. ça. Ouais. Et pour moi, c'est vraiment la culture du vide où il y a rien, rien, rien. Hmm. Et ces gars-là sont invités par la NBA, sont mis en avant. J'en veux un peu aux marques. Et c'est peut-être qu'il y a une part de moi qui est jaloux, tu vois, il y a une part de jalousie. Mais l'idée, le pire, c'est que c'est pas tant. Il y a une petite part de jalousie sans doute, tu vois, parce qu'on est humain, on se dit ah c'est Hmm. cool quand même, il a accès à des trucs. Mais la grosse part, c'est surtout de me dire comment des marques aussi puissantes et aussi grandes mettent en avant la culture du vide. Pourquoi on ne met pas en avant la culture d'autre chose? Et je ne parle pas nécessairement de nous derrière. Tu vois, nous, on n'est pas la culture du plein non plus. Tu vois, on est sans doute pas les meilleurs dans ce qu'on fait, mais je suis persuadé qu'il y a mieux à faire et que souvent, bah, on s'arrête aux millions de followers, millions Bah, c'est d'abonnés. pas compliqué, c'est ça. Tu C'est cherches la raison, terrible. c'est au niveau du relais Ah bah oui, bien d'information. sûr. Enfin, pour toucher le plus de gens possible, tu utilises des mecs comme ça. Tu disais les iShow Speed et tout ça. Ils ont une communauté de mecs qui regardent le moindre truc qu'ils font. Donc Bah ouais. c'est d'une logique implacable. Oui, la logique commerciale, je la comprends. Je Mm. trouve ça juste dommage à l'échelle de la qualité de ce qu'on pourrait proposer dans le monde. Mais bon, là, c'est un débat interminable et, et bon, c'est ouais. Arrêtons-nous là. Allez, revenons au basket. Un petit mot de WNBA. Il y avait enfin, même plus qu'un petit mot parce qu'il y avait 3 matchs. Et il y a une joueuse, ta joueuse, Shai, qui est en train d'enchaîner les sacrées performances. Je parle évidemment d'Alyssa Thomas. C'est historique, Antoine, ce qu'elle a fait. Donc Phoenix, cette nuit, a atomisé Indiana 95-60. Troisième triple-double de suite pour Alyssa Thomas. 18 points, 11 rebonds, 10 passes. C'est jamais arrivé avant en WNBA. C'est le 19e de sa carrière. Elle le valide sur une passe décisive à sa compagne, Dawana Bonner. Ça ne peut arriver, malheureusement presque. Hein, si la configuration existait en NBA, on serait ravis, mais ça ne peut arriver qu'en WNBA où tu fais une passe à ta femme. Et donc symboliquement, c'est toujours cool. Et voilà, Lisa Thomas fait une saison gigantesque, je le dis à chaque fois, mais et je vais revenir sur le pourquoi je suis fan de cette joueuse, parce que si vous suivez que depuis très peu de temps la WNBA, vous pensez peut-être qu'elle a toujours été parmi les meilleurs, les plus cotés, mais c'est bah, moi, en gros, ça remonte à 2020. Février 2020, je vais en Belgique pour voir un match d'Euroleague entre l'équipe locale, les Castor Brenne, et Prague, donc l'équipe où jouait Alyssa Thomas à l'époque en dehors de la saison WNBA. Donc j'allais pour le match, j'allais aussi pour voir une amie, Stéphanie, la boss de Swish Swish, le site sur la WNBA. Et donc Alyssa Thomas y était, il y avait aussi Valériane Ayayi notamment qui jouait à Prague, hein, l'internationale française. Et on avait pu interviewer Alyssa Thomas dans le hall d'un hôtel de Charleroi, donc très confidentiel. Et bah, on avait eu un coup de cœur parce qu'elle était presque étonnée qu'on la connaisse, qu'on sache que c'était une joueuse professionnelle de basket presque, tu vois. Et, euh, et elle était déjà All-Star, elle avait été All-Star 2 fois, elle avait été 2 fois dans des deuxièmes meilleurs 5 défensifs. Et ouais, je sais pas, elle était adorable, hyper intéressante. Elle nous parlait de ses expériences en Corée, au Japon, en NCA. Elle a un frère qui joue en pro aussi. Et donc on a vu ce coup de cœur là. Et après il y a eu le match. Et là je suis resté bouche bée. Alors c'était pas un match qu'un grand décorum, hein, c'était une petite salle, pas un match très très important. Et de près, c'est flippant. C'est le genre de joueuse pour laquelle il faut voir de près parce qu'il y a un moteur complètement dingue, il y a une intensité défensive, une qualité de passe. Bref, c'est l'une des meilleures joueuses défensives de toute la ligue encore aujourd'hui. Hein. Et donc, ouais, gros coup de cœur. Et après, au fil des ans, bah, en la suivant, elle est montée un peu en notoriété en même temps que la WNBA. Et,
Et voilà, et puis il y a un truc qui est improbable dans le fait, enfin chez cette joueuse-là, c'est que elle a les deux labrum, tu sais, au niveau les cartilages au niveau de l'épaule des deux côtés déchirés depuis, je sais pas, 10 ans. Elle s'est jamais fait, jamais fait opérer. Du coup, elle est incapable de produire mécaniquement un tir au basket. Si vous regardez un match, soit avec Team USA pendant les JO, soit de Phoenix maintenant, elle est incapable de tirer. Donc elle ne tire pas. Elle fait tout le reste sur le terrain, mais elle ne prend pas de moindre tir. Et malgré ça, elle fait des saisons là, elle est à quasiment 16 points de moyenne. En plus, elle a aussi 9 passes et 8 rebonds et demi. Et voilà, donc c'est un délire. Il y a eu même dans son parcours rupture du tendon d'Achille, elle est revenue même pas 8 mois après sur le terrain, comme si de rien n'était. Et, et voilà, je la trouve absolument incroyable et c'est cool qu'elle commence à monter un peu en notoriété, qu'elle soit considérée tous les ans comme une candidate MVP, même si elle l'aura peut-être Allez. jamais. Mais les grands, ouais, alors cette année Mais particulièrement. ouais, mais je pense qu'elle méritait de l'avoir l'année dernière. L'année dernière ou celle d'avant? Sur l'un des titres D'avant, je déjà crois. Wilson, je pense que je donnais à Alyssa Thomas. Et cette année, elle est extraordinaire avec Phoenix. Mais il y a Nafisa Collier qui est invraisemblable avec Ça dépend de Minnesota. la blessure, peut-être un peu de Nafisa Collier. Ouais, elle va manquer 15 jours, donc je pense que ce sera pas suffisant pour enlever le fait qu'elle surdomine avec Minnesota, que les Lynx sont en tête. Donc c'est peut-être une joueuse qui est condamnée à 33 ans là, à être tout le temps une numéro 2. Au moins elle a la reconnaissance qu'elle mérite à Phoenix, parce qu'à Connecticut pendant 10 ans, c'est une franchise très sympa qui a été extrêmement compétitive, mais qui manquait un peu de professionnalisme au niveau de l'infrastructure, au niveau de la médiatisation des joueuses. Peut-être pour ça qu'elle n'a pas eu non plus de MVP. Et là, c'est bien, il y a du public, il y a une vraie notoriété pour elle, donc rien que pour ça, je suis content, tu vois. Et il n'y a pas eu que ce triple-double-là cette nuit, Antoine. Ouais. Une autre de mes joueuses préférées qui a fait un triple-double, Julie Allemand, la meneuse des Los Angeles Sparks. Double championne d'Europe avec la Belgique, passée par l'Asvel, par Montpellier aussi en France, qui a fait un triple-double, 10 points, 11 passes et 10 rebonds lors de la victoire des Sparks contre le Sun, justement. Euh, et Julie Allemand, premier triple-double en carrière en WNBA, c'est une joueuse aussi que j'aime beaucoup. Et petit point Cameron Brink, vous avez l'habitude du point Moussa Diabaté en NBA. Je vous fais le point Cameron Brink, puisqu'elle a joué 17 minutes, mais 11 points, 5 rebonds, 2 contre, 2 sur 2 à 3 points aussi. Elle commence, son shoot commence tranquillement à se mettre en place après des débuts compliqués. Et du côté du Sun, on avait encore 3 internationales françaises qui ont joué. Leila Lacan, 10 points, 7 passes, 3 interceptions, encore un match intéressant pour elle. Bria Hartley, 16 points, et Minia Touré, 6 points en 9 minutes en sortie de banc. Dernier match de la nuit, Atlanta qui a étrié Chicago 86-65 avec 25 points d'Ali Chagret. Dernier petit mot pendant que j'y pense, parce qu'il y a eu un trade, c'était la deadline des trades en WNBA, il s'est pas passé grand chose hier. Si ce n'est quand même, alors ça parlera pas aux suiveurs occasionnels je pense, mais le Sun a totalement enflé les Mystics en récupérant Alia Edwards, qui est l'ancienne coéquipière de Paige Bakers à UConn. Elle a été échangée contre JC Sheldon, qui est une joueuse un peu moins talentueuse, et contre un swap, donc Alia Edwards à Connecticut, qui est pour moi une future All-Star. Voilà. Bah, parfait. On s'arrête là-dessus. On se retrouve lundi. Oui, nous sommes bien vendredi là. Je m'y perds. On est en août. Je m'y perds un peu sur le calendrier. Mais on se retrouve lundi pour un nouveau CQFR et demain, évidemment, pour le 6e CQFR de la semaine, celui où on répond à toutes vos questions. Bonne journée à tous. Ciao, bonne journée. The game is out there, and it's either play or get played.